D'abord, partage sécurité. Qu'est-ce que vous trouvez qui n'est pas correct là-dessus? Pas de pays, pas de gants, pas de casque. À part ça, mauvaise position. Dans la ligne de tir. Hey! Réalisez. Pardon? Les manches longues. Oui, c'est ça, il n'y a pas de manches longues. Réalisez-vous quelque chose. Vous aurez passé la même photo, début des années 80 ou fin des années 70. Tout était beau. Oui, il manque la cigarette. Puis la calotte, le chapeau. Mais ça vous prouve jusqu'à quel point une mentalité, ça change. Aujourd'hui, c'est venu tout seul. Touc, 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 touc. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien direct entre la santé, ce qu'on fait en gestion des actifs, l'amélioration continue, puis la sécurité? Ça a été démontré à plusieurs reprises. Par exemple, si on améliore, on réduit le nombre de bioréactifs ou correctifs, mettons de 40 %, il y a une étude qui a démontré qu'on peut réduire de moitié les accidents. Un autre, bien de travail en préventif et prédictif, si on les augmente de 140 %, puis c'est des chiffres faits sur des corrélations, là, on réduit les accidents d'à peu près 54. En planification, respect de calendrier, il y a 1 milliard de 55, on réduit de 300 %. Additionnez-les pas, ça ne fera pas 200 % de moins d'accidents. Mais le message, c'est qu'il y a eu des études de fait qui nous montrent, il y a des choses qui sont la même, ils vont s'imbriquer, comme la planification et le prédictif, ils ont un lien, fait que ça s'additionne. Mais les activités ont vraiment un effet. Ça ressemble plus à ce qu'on s'attend aujourd'hui. N'est-ce pas? Casque de sécurité, lunettes, gants, les méthodes de travail, etc. Le TPM, est-ce que c'est une technique? Non. Il dit c'est une culture. D'autres noms, il dit c'est quoi? Hein? Culture? Façon de faire, OK. Mais là, je vais vous surprendre, ce n'est pas tout à fait la bonne réponse. Pas loin. Bon. Là, je vais peut-être vous décevoir un petit peu, mais ce qu'on va faire ensemble, c'est un atelier. Pour moi, la définition d'atelier, ça veut dire, c'est pas moi, c'est vous qui allez travailler. OK? Donc, ceux qui ne leur tente pas de travailler et qui veulent juste écouter, il y a un petit bout au début, là, mais après ça, vous allez voir, il y a des devoirs pour vous autres. Le TPM, c'est relié à l'engagement. Donc, il y a un changement culturel. Mais ce qui fait la différence entre une usine qui n'est pas là du tout et une usine qui est très avancée en TPM, c'est l'engagement. L'engagement de qui? Tout le monde. Il y en a qui étaient là hier. Je vais vous montrer un petit vidéo pour monsieur là-bas. C'est moi qui paye pour le faire jouer? Ah, il est parti, super. On peut-tu avoir le son? C'est encore plus amusant. Si on peut avoir le son, s'il vous plaît. C'est 1950, hein? Ah oui, ils lavent le windshield, ils donnent de l'eau. Ils ont des extincteurs autour, encore. C'est le même qui change toutes les tailleurs, bien vu.
Wow! Wow! C'est quoi de changer entre les deux? 50 ans entre les deux, là. Oui, il était 50 autour. C'est souvent la réponse qu'on a, puis il y a le gars qui lavait le windshield, oui. Non, c'est une conséquence, ce n'est pas la raison. Quoi d'autre? Pardon? L'organisation. Mais avant l'organisation, la préparation. Avant la préparation? Ah, à l'époque, mais aujourd'hui? Pardon? Ça va avec l'organisation, planification, OK? L'étude des tâches. Rôles et responsabilités. Les rôles. Mais comment ils savent quel pneu changer? Il y en a 5 en arrière, les gars qui changent les pneus, par exemple. Je vais donner juste un exemple de pneus, là. Il y en a 5. Qui décide quand, puis comment ils savent lequel changer pour que. Quand on les voit, ça a l'air beau, ils sont là, ils ont le pneu. Mais à quelque part en arrière, ils en ont plus qu'un des pneus, là. Comment ils savent? Mesures, indicateurs viennent de où? Des capteurs, du volant, c'est ça. Ils ont toutes sortes de mesures sur la machine. La machine, là, quand on parle de manufacturing 4.0, là, elle l'est, elle. Elle les a toutes. Puis ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en arrière de ça, dans une salle de contrôle, à quelque part, la course, ça peut être n'importe où dans le monde, c'est virtuel. Ils ont une salle de contrôle, mettons, aux États-Unis, à quelque part. Puis là, ils vont avoir une salle à moitié grande comme ici, avec tous des pupitres, des opérateurs, des techniciens qui ont tous des écrans, ils vérifient toutes les mesures. Puis quand ils décident que l'ingénieur en chef, il voit que ça serait le temps parce qu'il y a une condition de changer, que c'est le temps d'arrêter le pit, il dit à l'opérateur, t'arrêtes. Il n'y a pas un chauffeur qui va y désobéir. Dans 50, ça se dérange, il continue pareil. Aujourd'hui, il rentre. Parce qu'il sait que tout est là, prêt à l'attendre. Que ce soit les pneus, que ce soit le pétrole, que ce soit le moteur qui ont besoin de checker pour rajouter de l'huile ou ajouter quelque chose. Ils sont tous là prêts. C'est sûr que ça nous donne un beau modèle de l'idéal. C'est sûr qu'on ne part pas de là. Donc, la question, c'est comment on fait pour se rendre là? Est-ce qu'on veut se rendre là? Mais le cheminement pour se rendre devient très intéressant parce qu'il nous permet d'évoluer. Oh. Une autre perspective, je reprends la même chose, mais dans une autre perspective, pour le fun. Qui c'est qu'il y a eu des autos dans les années 60, 70? Ah, pas moi. En as-tu? Ah, vous êtes trop jeune. Petite jeunesse. Dans les années 60, 70, croyez-le ou pas, les autos étaient biodégradables. Ben, ils rient. C'est pourtant vrai, c'est ça qui est le pire. Les autos riaient sur place, on n'avait pas besoin c'était fabriqué avec de l'acier recyclé, qui avait dedans un peu de calcium, puis ils rouillaient sur place. Puis les portes, ils ne fermaient pas tout le temps. Des fois, il fallait prendre une barre pour la fermer, parce que ça avait été fait le vendredi après-midi. On n'était pas chanceux. Tu avais pogné la mauvaise auto. Ben, ça, des citrons. Ouais, ou le vendredi soir, avant de partir, là, les gars étaient un peu vite pour l'ajustement. C'est cas vécu, là, je l'ai vécu. J'en ai eu. Mais on était quand même contents. À l'époque, on avait une garantie. Quand sont apparus les garanties, on était contents en bobite, parce que là, ça ne nous coûtait rien pour réparer les erreurs du fabricant. Là. Aujourd'hui, vous contenteriez-vous de ça? Non, hein? Tout ce qu'on veut savoir, c'est que l'auto marche tout le temps, puis on lui fait faire son entretien préventif, son inspection, puis qu'on met du gaz, puis c'est tout, là. N'est-ce pas? Ça a tout changé dans notre tête, un peu comme la sécurité tantôt. Notre vision du monde n'est pas la même du tout. Comment ça a évolué, tout ça? Dans les années 50, c'est pas compliqué, là. On regarde tantôt à Formule 1, là, brise, répare. Puis ce qui est amusant de penser, c'est que ça arrive encore souvent, quand je vais dans des sites, on est là. Pas parce qu'on est en 2018 que la mentalité a changé. En 70, j'appelais ça des véhicules bio, comme je disais tantôt, là. Ils roulent sur place. Après ça, on était content d'avoir une garantie. Puis après ça, on a commencé à vouloir avoir pas de bris entre les inspections. Fait que dans les années, pour ceux qui, la plupart d'entre vous, dans les années 90-2000,
Bien, en 2 inspections, ce qu'on souhaitait, c'était qu'on ne voulait pas que ça brise. C'est à peu près ça. Mais aujourd'hui, là, pour ceux qui sont un peu plus fancy, c'est plus ça que vous voulez, là. Comment il y en a ici qui ont des autos? Bien, il n'y en a peut-être pas, mais il y en a peut-être. Il y a des autos aujourd'hui qui sont, le moteur est scellé, puis que la garantie est 500 000 km et plus, puis des fois illimitée. Il y en a aujourd'hui, ça se vend, regardez sur le marché. Puis c'est de moins en moins rare. Même dans les fabricants courants, j'en nommerai pas, là, pour faire de publicité, mais même dans les fabricants courants, il y en a aujourd'hui qui annoncent 500 000 km et plus. Pensez-y, c'est du millage, ça, là. Dans les années avant 2000, ce qu'on voulait, c'était un bon mécano. Aujourd'hui, les véhicules sont intelligents et autodiagnostiques. Le véhicule d'aujourd'hui, ordinateur, qui arrive chez le mécanicien, on dit il ploie sa machine parce qu'il dit qu'est-ce qu'il y a. On est loin de notre Formule 1 des années 50, là, de mon auto bio des années 70. L'espérance de vie. Encore là, au début du siècle dernier, dont je suis, c'était les 5 sens au début. D'ailleurs, moi, quand je rentrais à l'Alcan dans les années 70, fin des années 70, les mécaniciens nous montraient, puis les techniciens, comment faire la maintenance conditionnelle avec les 5 sens. Goûter l'huile, pour ceux qui n'ont jamais pensé à ça. L'odeur, le tournevis, oui, on se met ça sur l'os, puis on le sent, la vibration, etc. Donc, c'était les 5 sens. Puis après ça, si vous n'avez jamais essayé l'huile, comme ça, on le sent s'il y a des particules. En goûtant, si l'huile est passée, elle goûte le brûlé. Donc, il y a des goûts qui disparaissent. Non. C'est pas comme l'huile Crisco ou Mazola. Après ça, dans les années 50-60, est apparu, ce que je vous ai parlé hier, puis je vais vous en parler encore, la notion d'être efficace. Donc, regardez les problèmes qui sont les plus fréquents, puis essayez de les régler. C'est apparu aussi dans les autos. C'est pour ça qu'ils ont commencé à avoir des rapports qui venaient des fournisseurs, qu'est-ce qu'ils réparaient, puis là, ils essayaient d'éviter le problème pour les autos suivantes. Est-ce qu'il y en a ici qui ont entendu parler de Weibull? Levez la main, s'il vous plaît. Weibull est un mathématicien assez brillant qui a trouvé le truc pour mathématiquement quantifier les défaillances avec 3 facteurs, alpha, bêta, gamma, qui permettent de donner la courbe de défaillance. Donc, vous regardez vos défaillances sur un équipement, vous les pluguez dans son modèle, vous laissez faire la mécanique, parce qu'aujourd'hui, ça se fait par ordinateur pareil, mais à la fin, il va vous donner une courbe, il va vous dire c'est de la mortalité infantile, c'est de la mortalité qui est courante, puis quand est-ce qu'elle probablement avoir défailli. Donc, ça commence, c'est de la science. Nakajima a sorti dans les années 70, à peu près, aux alentours de ça, au Japon, le TPM, dont on va parler aujourd'hui. Mais même ça, ce n'est pas la fin. Ce qui apparaît de plus en plus, c'est le big data. L'intelligence qui permet d'aller... Nous autres, on a pas mal tout été éduqués à penser que quand on veut analyser de l'information, il nous faut un algorithme, que ce soit Weibull, Pareto ou un autre. Big data, c'est une autre chose. L'ordinateur est tellement puissant qu'il n'y en a pas d'algorithme. Il regarde toutes les données, là, je résume, là, en vrac, puis il va dire où sont les liens de cause à effet. Donc ça, c'est une autre manière de penser pour les grosses quantités d'informations. Donc, ce qu'on s'attend au niveau des mécanos, en entretien, nous autres, dans les années 50, 60, puis moi, je suis rentré dans les années 70, c'était encore un peu ça, on était des bons artisans. Souvent, les gens arrivaient de la ferme, ils étaient débrouillards, ils arrivaient dans l'usine, dans l'industrie, puis ils se débrouillaient. Ils étaient capables de réparer n'importe quoi. C'est un compliment aux gens qui viennent des fermes. Plus tard, on a développé des expertises, des métiers, des ingénieurs, des techniciens. De plus en plus, on s'est aperçu que tout le monde n'a pas toute la connaissance, il faut travailler en équipe. Puis avec le TPM, de plus en plus, on allait vers, c'est pas juste les gens du métier, puis c'est pas juste les gens d'opération, c'est tout le monde. Je vais vous faire une petite nuance. Parce que tantôt, j'utilise depuis tantôt une terminologie, je vais juste être sûr qu'on se comprenne. Savez-vous la différence entre engagement et participation? Bon, OK, je vais reposer ma question mieux que ça.
Savez-vous, connaissez-vous, y a-t-il quelqu'un ici qui connaît l'exemple pour l'engagement et la participation dans le petit déjeuner? Vous avez mangé un matin au petit déjeuner? Oui, debout. S'il vous plaît, fort. Exactement. Bravo. Hey, une main d'applaudissement. Super. Fait que quand je vais vous parler d'engagement, là, je parle du cochon. Excusez-moi. Je parle du cochon. À l'os. Quand je vais vous parler de participe, c'est à poule. Donc, quand on évolue la culture, puis je vais vous dire qu'un groupe, mettons, des cadres, sont engagés, ma définition, c'est ça. Engagé veut dire dedans, pas à peu près. Ils veulent. Puis ils se commettent, puis ils embarquent. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas là, mais ils participent. Ça va? Vous me suivez? Pour ceux qui étaient là hier à ma présentation? Pas pire. Il y en a une couple que je vois qui n'était pas là. Ça va faire un rafraîchissement pour les autres. Pour eux autres, on va les permettre de nous suivre. Basé sur l'expérience que j'ai eue moi-même comme gestionnaire ou avec d'autres que j'ai coachés sur plusieurs sites dans le monde. Tantôt, Jordan a donné un petit peu mon pedigree, que j'ai voyagé un peu, puis j'ai fait plusieurs usines à différents niveaux, jusqu'à un niveau de directeur d'opération. Il y a bien des fois qu'on a essayé, quand même, ça fait un bout de temps que ça existe, des parties, des secteurs, ou même une usine complète à faire du TPM. Ça n'a pas toujours marché. Des fois, puis aujourd'hui, je coach des usines, puis il y en a qui m'ont dit, bon, on a essayé le TPM avec le corporatif, puis là, à un moment donné, on se dit, bien écoute, c'est quoi qui marche, c'est quoi qui ne marche pas, puis y a-t-il comme un chemin logique pour se rendre? Puis à ce moment-là, si on comprend ça, on est capable de dire à un site, bien, vous êtes là, bien, regarde le chemin pour vous rendre, c'est ça et ça. OK? Donc, c'est un peu ce que vous voyez ici. Ça, c'est mon analyse, mon expérience que je partage avec vous autres. Oups, pareil. Je ne suis pas habitué avec les boutons, par exemple. En bas à gauche, OK, c'est ce que j'appelle l'état aléatoire. Quand on dit je vais aux pompiers, là, on répond à l'urgence du jour, etc. Les gens de plancher sont, j'hésite à appeler ça engagés, mais ils font de leur mieux. OK? Puis souvent, ils vont nous expliquer comment ils sont bien organisés pour régler les urgences. Moi, j'avais une usine une fois, très haute technologie, à part de ça, je vous le nommerais, ça vous gênerait, ou ça les gênerait, qui me vantait jusqu'à quel point il était high-tech. Il y avait tout le monde, il y avait des pagettes, puis il y avait des écrans partout dans les bureaux, puis dans les salles à manger. Quand il y avait une urgence, tout le monde était capable de se garrocher dessus. On savait réagir vite. C'était pour ça qu'on était fiers. C'est quoi l'erreur, ce que je veux dire? Tu encourages les pompiers, puis tu restes là-dedans. Pourquoi? Tu réagis, tu valorises, mais ce n'est pas ça que je cherche. C'est bon ton point, mais j'en veux un autre. Y a-t-il quelqu'un qui travaille à réduire les urgences? Ce site-là, là, quand je regardais avec eux autres, je l'ai fait analyser, il y avait comme 7 000 événements par année. 7 à 8 000. Y a-t-il quelqu'un qui travaille à y réduire? On se guette pour être super bon pompier. Quand j'ai dit ça au directeur, je me trouvais drôle. Mon expérience, c'est que dans ce temps-là, on a des pertes de production. L'organisation sait qu'elle voudrait aller là, mais on n'est jamais capable. On fait des petits bouts qu'on l'atteint en forçant, en travaillant fort, puis on redescend. Donc, j'appelle ça une zone de perte de production par rapport à ce qu'on est capable de faire. Le niveau suivant, puis là, comme gestionnaire, il faut embarquer nos encadrements, les cadres, contremaîtres, contremaître général, technicien, ingénieur, parce que ça commence là. Autrement, vous allez voir, ça replonge. Puis, l'idée, c'est de rétablir des niveaux stables, retomber en contrôle. Donc, on va parler de 6 sigma, des méthodes comme les Pareto, analyse des MIC, comme vous avez fait, etc. Ça nous ramène en contrôle. Le niveau suivant, là, on va embarquer plus nos employés. Les cadres sont embarqués, ils sont engagés, dans ma définition de tantôt. Là, on va engager tous les employés.
De plus en plus, ils vont avoir participé. Là, c'est important, la terminologie. Oh, pardon. Passe mon temps à peser sur le mauvais piton. Ici, dans le niveau-là, les cadres sont engagés, mais les employés, l'opération participe, ils sont là. Mais ils ne sont pas embarqués. Ce n'est pas eux autres qui drivent le show. Ici, c'est là qu'on veut les embarquer. Donc, c'est beaucoup plus les employés d'entretien qu'on va vouloir embarquer. Puis là, mon expérience, pour l'avoir faite à répétition dans plusieurs usines, c'est qu'on dépasse les niveaux d'opération, les niveaux de production qu'on s'attendait d'habitude. Une usine type que j'ai dans la tête, quand je suis arrivé là, était 10 en dessous de la production nominale. Après avoir fait le premier bout, on est revenu à la production nominale. Puis après 5 ans, on était 10 au-dessus. Puis je peux vous en donner une série d'exemples qui ont vécu ce cheminement-là. Puis après ça, le TPM nous permet d'impliquer tout le monde. Employés d'opération, tout le monde. Puis là, on va aller chercher les petits, la fin qui reste. C'est peut-être moins spectaculaire que les premiers bouts, mais il reste encore des gains à aller chercher, surtout dans la sustainabilité, on appelle. C'est en lien avec les niveaux d'engagement, c'est en lien avec la fiabilisation. Ça, c'est une courbe réelle. Ça ressemble à celle de Bradley, mais ce n'est pas celle de Bradley. C'est une coïncidence. Je n'ai parlé avec les gars du pont, puis ils étaient surpris eux-mêmes. C'est une courbe réelle de réduction du nombre de pannes. L'usine qu'il y a là, c'est une usine que j'étais gestionnaire. On avait 6 000 pannes par année ici, puis ici, il était rendu à 1 000 quelques, puis qui continue à descendre en bas de 500 pannes par année. Faites le calcul. En urgence, c'est en bas d'une coupe, puis temps supplémentaire en bas de 0,5. Puis on continue à descendre. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les cadres ici sont impliqués, sont engagés. Ici, les employés sont engagés, puis ici, tout le monde est engagé pour réduire, pour avoir la fiabilité. Donc, il y a un lien entre les deux, c'est direct. Donc, je résume ce qu'on avait tantôt. Le chemin vers la TPM passe par l'amélioration continue, selon moi, par mon expérience. On commence avec l'aléatoire, on va au Six Sigma, le Lean, le TPM. Le 5S, c'est un chemin, vous l'avez mentionné hier, vous avez absolument raison, fait partie du chemin. Quand on commence avec le nettoyage, puis on continue à aller jusqu'au sustaining, ça fait partie du chemin. Commentaire qu'on a des employés dans ce temps-là, à part, j'ai déjà eu cette expérience-là qui est super le fun, quand on retourne une couple d'années après, puis ils nous disent les nouvelles améliorations qu'ils font, là, c'est le fun. Mais l'autre affaire, c'est que, ce qu'on s'aperçoit, les employés m'ont dit en tout cas, à plusieurs usines que je l'avais fait, « Ouais, mais enfin, vous avez fait quelque chose pour nous autres. » Non? Parce que souvent, quand on fait des améliorations de production, de coûts et tout, ce n'est pas vu pour eux autres. Mais quand le milieu de travail est plus propre, là, ils ne sont plus dans la crasse, quand les choses sont à leur place, etc., ils sont contents. Ça, c'est un cas réel. La photo est changée, par exemple. Vous allez voir, j'ai 3 cas que je vais vous faire faire. Là, vous allez commencer à voir, c'est à votre tour. Là. Ce qu'on va faire, le petit jeu qu'on va faire, c'est que je vais vous décrire la situation du site. Mes collègues là-bas vont vous passer des documents. Je vais vous donner un peu de temps pour situer le site où ce qu'il est. On va en faire 3. L'idée étant, tantôt, j'avais un graphique qui montait comme ça, mais qu'est-ce qui se passe quand on est en dehors de cette zone idéale-là? On va explorer ça ensemble avec 3 études de cas. Donc, je vais vous demander de le faire par équipe. Je vais vous donner un peu de temps, puis à la fin, je vais demander 1 ou 2 équipes, idéalement pas toujours les mêmes, fait que ça va faire partager un peu, de nous partager leur vue. Donc, cas numéro 1, comme je disais, c'est un cas réel que j'ai vécu. C'est une production qui suffisait à peine avec des variations de la qualité. Le plus gros enjeu au niveau production, c'était les retards de camions qui partaient avec la production. C'était dans l'agroalimentaire. Environ 50 employés, dont 15 en entretien, 10-15, peu de planification de maintenance conditionnelle, temps supplémentaire au-dessus de 10 coût d'entretien peu performant, puis la direction de l'entretien est axée sur la réponse rapide aux urgences. Cas réel vécu. Je vous dirai le nom de l'usine, mais je ne peux pas. L'approche TPM. Le corpo de cette organisation-là ont vu quelque part le TPM, puis il est en amélioration continue, a décidé d'implanter le TPM dans toutes les usines. Là. Fait qu'ils sont arrivés avec le grand sabot, puis on a dit, il était 2-3, ils sont venus pour quelques mois, puis on a dit, on va vous implanter le TPM. Le processus automatiquement a été imposé.
Puis, ils ont commencé en impliquant, parce que le TPM dit qu'il faut travailler avec les employés de plancher, ils ont commencé avec les employés de plancher directs. OK? Pour ceux qui sont plus habitués et plus futés, ils vont comprendre tous les pièges. Donc, dans la graphique, vous avez la première page, c'est la description du cas. Puis vous allez voir, vous avez les deux autres cas qu'on va voir tantôt ensemble. À la dernière page, je vous invite à l'arracher. OK? Vous allez avoir un tableau comme celui-là de tantôt, mais avec des couleurs rouges et jaunes. Je vais vous demander, on va regarder ça dans 2 minutes, on va regarder un peu ce que ça veut dire. Où placeriez-vous ce site? D'après vous, ça a-tu marché, le TPM? Puis après ça, c'est quoi que vous recommanderiez à ce site-là maintenant? Si vous étiez moi et je suis allé là, c'est ce que vous recommanderiez de faire à ma place. Donc, je vais vous donner 15 minutes. Vous avez les documents de support. Vous allez positionner l'organisation à sa situation actuelle. Où il devrait être, éventuellement, c'est le conseil que vous allez lui donner où ce qu'il devrait se placer pour continuer. Puis après ça, 1 ou 2 équipes, je demanderai après ça de vous partager vos réponses. Donc, si vous regardez ça, le tableau, là, rappelez-vous ici, en bas, c'est le niveau d'évolution de la culture et de l'engagement. Donc, rappelez-vous celui-là de la maintenance tantôt. Ici, c'est instable, stable, OK, maîtrisé, puis optimisé. Ça se suit. Puis ici, c'est les pertes qu'ils ont. Puis ça, c'est les outils qu'on parle. Donc, ça s'équivaut. Donc, vous pourriez mettre ici TPM, ici Lean, puis en bas, le Six Sigma. Donc là, regardez le code, discutez entre vous autres, puis essayez d'imaginer où est-ce que vous le metteriez. Je vous demande de mettre un 1, parce que vous en avez 3 à faire. Fait pour vous démêler sur la même feuille, écrivez 1 où vous voulez le placer aujourd'hui, puis avec une petite flèche où vous verriez aller. Mes collègues et moi, on va passer au travers de les tables pour voir si vous avez des questions. Il y en a-tu un qui serait game, un ou une, qui serait game pour venir nous présenter, nous expliquer son cas? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? S'il n'y a pas de volontaire, je vais les désigner, c'est encore plus drôle dans ce temps-là. Donc, je désigne Armstrong Gang. Oups! Oui, toi, ça. Il est juste en face de moi, c'est facile. On se lève debout, s'il vous plaît. On y passe un micro. Ah ben oui, on fait ça dans les formes, tant qu'à faire. Alors, bon, est-ce qu'on regardait au niveau? OK, où ils sont présentement? Oui. Ben, nous, on a dit qu'on était vraiment, là, étant donné que dans les données, ce qu'ils nous disaient, il n'y a pratiquement pas de planification, ils sont en urgence pratiquement tout le temps. Mais là, étant donné que la corporation les avait dit on veut faire du TPM, on les a mis dans la case vraiment en haut à droite. À gauche, je veux dire. À gauche. Donc, ils font de leur mieux, ils sont actuellement dans le feu, ça ne marche pas vraiment. Puis le corporatif nous a imposé des méthodes TPM, c'est pour ça que c'est rouge. Puis en pratique, en dehors du graphique, là, qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous que ça a marché, les affaires, de rentrer le TPM demain? C'est sûr que non. Non, hein? Il y en a-tu qui sont d'avis contraire? Qui disent que ça a marché ou ça marche? Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein? Tout le monde est d'accord, mais un qui n'est pas d'accord, c'est encore plus drôle. OK. Après, qu'est-ce que vous leur... Là, la question que je posais à ceux que je parlais, moi, je l'ai vécu, cette usine-là. C'est la situation que j'ai trouvée. Qu'est-ce que vous pensez que je les ai recommandés? Vous êtes moi, vous le recommandez de quoi? Bien, nous, on a regardé ça, puis je pense qu'il faut partir de la base. On ne peut pas sauter des étapes. Le TPM, c'est vraiment une étape qui va arriver plus tard. Oui, oui. Étant donné qu'on sont déjà en urgence pratiquement tout le temps, je pense qu'on est revenu plus en bas dans la case jaune, encadrement. Ici, là? Oui, puis de se ramener dans cette zone-là, vous dire, bien, il faut regarder ton système de maintenance. Engageons nos cadres, on l'a cherché. Mettons des processus simples. Jeu de base. Oui. Ouais. Ce qui correspond en fait au Six Sigma, où on va mettre de la planification en place. C'est pas facile, là. C'est un moyen chantier, juste ça, de partir des urgences à la planification. Du préventif, du prédictif, des analyses avec des paretos, des pertes, pour identifier où on devrait travailler en priorité avec des méthodes Six Sigma pour régler les problèmes, une fois pour toutes, etc. Excellent. Merci. Il a bien fait ça. On a la même réponse, c'est bon signe. Donc, comme vous voyez ce que je suis en train de faire, je vous fais explorer un peu la matrice pour vous faire voir un peu d'abord qu'est-ce qui se passe en dehors du chemin idéal, mais en plus,
vous aider à voir, comme je le vois, qu'est-ce qui se passe comme phénomène social, puis comment, après ça, on peut réajuster aux besoins. Donc, on va en faire un autre. Deuxième cas, encore un cas réel que j'ai vécu, et c'était une de mes sections quand j'étais gestionnaire. OK? C'était un de mes groupes. Quand je suis arrivé, la production se faisait avec peine, variation de qualité, 200 employés, à peu près 30 en entretien, peu de planification de maintenance conditionnelle, coût d'entretien ordinaire, direction de l'entretien taxé sur la réponse rapide aux urgences. Donc, c'est à peu près la même histoire. Pour vous caricaturer, c'était une usine qui avait beaucoup de pitch, OK, puis de carbone, des choses que les gens ici connaissent. Puis quand on allait au travers des équipements, on avait de la misère à passer. L'État était à terre, puis ça coulait de partout. Puis quand je parlais aux gens, tant de production que d'entretien, ils disaient toute la même histoire. Oui, mais on n'est pas capable d'étancher. Ah, c'était pas la bonne réponse avec moi, vous pouvez imaginer. Là. Donc, ça a été le premier défi. Là. Il n'y a plus de fuite. OK? Fait que ça amène toutes sortes de choses, entretien, etc. Donc, on va faire le cas ensemble. C'est un cas réel encore. Donc, comme vous l'avez mentionné tantôt, mettons un jeu de base d'abord. Commençons de 5S. Ça va avoir 10 étages de haut puis être crassé. On commence à partir du début. Enlevons les fuites. Faisons des ménages. Absolument. Le gars, on voit qu'il l'a déjà fait. Il est futé. C'est parce qu'il a raison. Il dit, on commence par en haut. J'ai-tu dit par en bas? Ah, OK. Je pensais avoir dit par en bas. C'est un fait. Vu que le plus gros problème d'un site de même, c'est les fuites, la poussière, évidemment, elle descend naturellement. Donc, on commence par en haut, la réduction de fuite, en descendant. Mais il y a des équipements critiques que, de toute façon, il faut adresser en cours. Mais l'ensemble, l'idée, c'est ça. Puis, évidemment, c'est l'engagement des cadres et l'implication des employés. Ça a été l'approche que j'ai commencé. J'ai commencé avec ça. Donc, le même exercice, vous allez reprendre la même feuille, là, vous allez écrire 2. Où est-ce qu'ils sont présentement? L'approche que j'ai prise, puis dites-moi si c'était correct. Ben, mettez-les sur le dessin. Puis qu'est-ce que vous feriez à partir de là après ça? Bon, est-ce qu'il y a un volontaire? Une volontaire? Ah, il va falloir que je joue encore Amsterdam, pique et collégramme. Bon, ben, vous êtes trop proches, vous autres. Vous avez payé pour. Ah, il était prêt, il avait jusqu'à prix. Est-ce qu'il est actif? Oui, OK. Bon, je vais y aller franchement parce que j'avais dit, si j'avais le micro, je disais qu'on s'était ostiné pendant 15 minutes. C'est toujours le cas, on est à peu près à 50-50. Moi, je penchais sur une case jaune, puis le reste de l'équipe sur une case verte. OK, laquelle case? Encadrement, puis rétablir niveau de production. Fait que OK. 6 sigma. Ça, c'est ce actuel ou désiré? Actuel. OK. Puis après, l'autre? L'autre Puis, option? L'autre option, c'est la case à droite. Ici? Non, l'autre droite. Ah, OK, excuse, à droite. Employés d'entretien sont engagés. OK, ça me permet de clarifier quelque chose. Ici, ce que ça veut dire, c'est qu'à ce moment présent, pas ce qu'on souhaite, à ce moment présent, est-ce qu'ils sont engagés? Est-ce que les employés d'entretien sont engagés? Non. Est-ce que les cadres sont engagés? Pas vraiment. Parce qu'ils n'ont pas encore de pratique en place. Fait que c'est eux autres qui font les urgences comme c'est là. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Donc, ils sont là. C'est le pire cas que vous avez. Là, en faisant ça, l'approche TPM, ce qu'elle a amené, en premier, ce n'était pas du TPM. On les a amenés où ce qu'on voulait, à savoir des pratiques de base, travailler des problèmes de fiabilité, apprendre à enlever les fuites en question. Des fois, c'était aussi niaiseux qu'il y avait trop de vibrations ou les sleeves étaient trop usés. Puis ils ont trouvé toutes sortes de trucs. Cas numéro 3, c'est notre dernier cas qu'on va faire. C'est un cas réel, ça aussi. Puis, le prochain qui va parler, c'est le monsieur là-bas, parce qu'il va me corriger tout de suite si j'ai fait une erreur. Il dit pas de problème. Maintenance, planification et maintenance conditionnelle sont en place. Coût d'entretien relativement peu performant. Direction de l'entretien est axée sur la réponse rapide aux urgences.
Puis au niveau de l'approche qu'eux autres ont décidé de prendre pour le TPM, ils commencent par un deep clean. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ou fait un deep clean en TPM? OK, fait que ça me permet de l'expliquer. Dans l'approche TPM, un des moyens de faire une évolution rapide, c'est qu'on prend un secteur d'équipement. Mettons, dans ce centre-là, c'est un centre de coulée. Puis, tout le monde, à partir du surintendant ou du directeur jusqu'aux employés qui sont impliqués, s'habillent avec un sarrau, des gants, des lunettes, une brosse à dents. Ils vont nettoyer l'équipement jusqu'à complètement propre. C'est ça qu'on appelle, en termes TPM, un deep clean. Ça permet, de voir s'il y a des... Je parlais tantôt des fuites, ça permet de voir où sont les fuites, donc de les éliminer. Ça permet aussi d'identifier les problèmes récurrents, donc d'essayer de les corriger en s'en allant. Donc, c'est une méthode quand même assez puissante de TPM. Donc, dans ce contexte-là, eux autres ont décidé de faire un deep clean. Évidemment, les autres, ce qu'ils visaient à terme, c'est aussi l'opérateur mainteneur. Donc, l'opérateur qui ferait une partie de la maintenance, la lubrification, des choses comme ça, après, des inspections de base. Puis, il y avait l'implication, évidemment, des employés dans le nettoyage profond. Bon, encore même question. Je donne encore quelques minutes. C'est notre troisième et dernier cas. Après ça, on va passer à d'autres choses. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a regardé la situation actuelle, production nominale. Donc, pour nous, c'est la deuxième ligne à partir du bas. Et ensuite, on a regardé au niveau de la maintenance. Donc, ils n'étaient pas dans un mode qui faisait de leur mieux. Ils ont quand même une certaine structure. Donc, on a parlé d'encadrement. Donc, c'est la case verte 6 sigma. Par contre, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas dans la situation actuelle. On ne peut pas avoir un département d'entretien qui fait de la planification, de la maintenance prédictive, mais que le directeur d'entretien est basé sur ses urgences. Ça ne fonctionne pas comme... C'est difficile à comprendre que le directeur a un département structuré, mais c'est lui qui est non structuré. Et ce qu'il vise, c'est la TPM dans le coin, parce que le deep cleaning puis les opérateurs qui font de la maintenance, c'est du TPM. Nous, on considère qu'ils devraient seulement viser le lean à la place. Bon, on va voir si on a la même réponse. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein? Il n'y a pas une réponse parfaite. Il y a toutes sortes de réponses. Vous autres, vous l'avez mis sur toute la même ligne, comme ça, là? Ils sont ici? OK. Vous autres, vous les aviez mis où? Tu veux le temps lever, s'il vous plaît? Oui, oui. Elle était où? Ici? Là, là? Là? Comme ça? Le X rouge sur 6 sigma, le X vert sur lean, puis une petite flèche grise entre les deux. OK. Comme ça. OK, décrocher, monter d'une case. OK, OK, compris, compris. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres options? Oui, vas-y. Il faudrait passer un micro, s'il vous plaît. Comme ça va. Donc, nous autres, ce qu'on voyait, c'est que la direction n'était pas engagée, fait qu'il était dans la première colonne. Puis ce qu'il voulait faire, c'est en visant les opérateurs mainteneurs, ils voulaient monter d'une coche, mais sans aller chercher la direction. Fait que je les montais dans la case rouge au-dessus, mais toujours en restant ici, dans là? la même ligne. Ouais. Fait que présentement, c'est vers ça que je les voyais viser vers là. Je ne les voyais même pas viser vers la TPM. Fait que... Ce qui est intéressant, puis en fait, la réponse que là, c'est, on peut la voir aussi d'une autre façon. Il y en a plusieurs qui ont fait la remarque que les cadres sont d'accord, ça va bien, mais le direction, il n'est pas là. Fait que dans le fond, on arrive avec une situation où tu as un engagement plus élevé que, en fait, la direction est. Puis on a des pratiques qui sont en place. Puis là, ce qu'on veut, bien, c'est où qu'on devrait aller, c'est de continuer dans ce sens-là. La partie qui fait mal un peu, c'est quand on va parler maintenant du deep clean. Deep clean se situe ici. Fait que, on a des encadrements impliqués, mais on veut leur faire du deep clean. C'est ça un peu qui est la question, là, aussi.
Oui, ils veulent sauter les étapes. Est-ce que ça a marché? Non. Pourquoi? Sauter des étapes. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? La vraie vie, c'est ce qui est arrivé. Effectivement, ça n'a pas marché. Ils ont fait le ménage, ils ont fait le deep clean, mais contrairement au cas précédent, 6 mois après, 3 mois après, c'était en fait. C'était encore tout seul partout. Les opérateurs n'avaient pas pris encore l'auto-maintenance. OK? Puis c'est ça qui est à retenir dans tout ça. Le graphique, c'était vraiment pour vous aider à réfléchir. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, il n'y a pas une réponse parfaite. Il y a différentes manières de l'interpréter. Il y a un autre commentaire là-bas? Oui? Fait que ça, c'était une situation vécue. Vous avez Oui. eu à Oui. rencontrer le directeur pour ramener un peu sur le droit chemin dans l'histoire. Ça, l'histoire ne le dit pas. Bon point. Hein? Non, j'étais corporatif à l'époque. Effectivement, c'était mon rôle d'aller le rencontrer en privé. L'exercice que je vous ai fait faire, ce n'était pas un exercice précis. C'était pour vous faire réfléchir en dehors de la zone idéale. OK? Donc, ce qu'il faut retenir de cet exercice-là, c'est qu'on se met dans des situations où on a des ambitions. On pense que notre niveau d'engagement est pas mal plus élevé qu'on pense. On pense qu'il est plus élevé qu'il est réellement, excusez-moi. On pense qu'on est bon pour aller chercher le TPM ou aller chercher un autre des outils bien avant le temps. Puis ça nous met dans des zones que j'ai qualifiées de rouge ou de jaune à risque. Puis qu'à ce moment-là, bien, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Ça ne marche pas si ça recommence. Y a-t-il d'autres options? Qu'est-ce qui se passe quand on est dans le rouge ou dans le jaune? Est-ce que vous pouvez suivre avec les... Excuse, Mario, vous avez les micros, s'il vous plaît? Excusez, j'avais mes assistants qui devaient vous apporter des micros, puis... Tu peux te lever, s'il vous plaît? J'ai l'impression que dans le rouge, c'est vraiment on saute trop d'étapes, puis c'est sûr que ça ne marchera pas. Oui. Si on va dans le jaune, c'est possible qu'on ait un peu de maintien quand même. Oui. Bien, on va avoir un peu de résultats, mais pas autant qu'on voudrait. Puis ce n'est pas tout à fait les mêmes réponses dans ce temps-là. On ne sera pas obligé nécessairement de reculer, mais des fois, c'est de s'assurer qu'on complète, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres versions, d'autres opinions? Rouge versus jaune. Debout, s'il vous plaît, parlez plus fort. Exact. Oui. Ouais. On le voit dans plusieurs domaines, dans le 5S, entre autres, c'est vraiment remarquable, mais on le voit aussi quand on va faire des exercices d'autres, comme le lean, etc. C'est que, comme il dit, on pousse une corde. Puis là, il y a des gens qui sont investis, qui sont engagés, qui vont travailler fort, fort, fort pour le tenir. Mais aussitôt qu'ils lâchent, ce qui arrive, ça redescend. Ça ne tient pas. Votre tour. Pour ceux qui sont dans vos propres... On va vous repasser une autre feuille maintenant. Je vais vous inviter à prendre un peu de temps. Soit que vous choisissez dans votre table où vous faites la vôtre, ou ceux qui sont ensemble de la même organisation, vous pouvez le faire ensemble. Essayez de positionner votre site aujourd'hui où vous êtes, puis où vous aimeriez aller. Là, mes collègues vont vous passer des dossiers. Vous allez remarquer, il y a 2 pages... Non, prenez pas ceux-là, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a 2 pages... Excusez une seconde, je vais finir mes instructions. Il y a 2 pages recto-verso sur les dossiers. Pour le moment, je vous invite à vous concentrer sur la première page de front. On va voir les autres en s'en allant. Moi, j'ai situé notre entreprise dans la 2e colonne, dans la colonne des cadres. OK. Et juste en bas, dans le début du 6 Sigma. OK. Puis où est-ce que votre ambition? Ce serait de monter vers le ligne, puis dans la colonne maîtrisée. Ah, OK. Donc, vous êtes ici à peu près? Non. Là? Oui, là. Puis vous autres, c'est d'aller le chercher comme il faut? Dans le coin, entre 6 Sigma puis ligne. Ouais, ici. Super. Donc, on voit un peu le cheminement. Raffermir les outils que vous avez déjà, continuer à impliquer les cadres, puis tranquillement, engager les cadres, impliquer les employés pour se rendre là éventuellement. Excellent. Y a-t-il d'autres qui aimeraient partager?
Vous avez le droit, hein? Je peux bien prendre le... Pas obligé que ce soit des conscrits volontaires. Oui, c'est ça. On a fait une démarche de TPM il y a un an. On peut se lever, s'il vous plaît? Oui, excusez. On a fait une démarche de TPM à l'usine, nous autres, une usine de fabrication, transformation d'acier, Canam à Québec. Et puis, ça a bien fonctionné. Le problème que moi, je remarque actuellement, c'est qu'il y a un laisser-aller. Alors, où est-ce qu'on se situe? Je crains qu'on a un problème d'engagement quelque part au niveau et des employés et au niveau aussi des cadres gestionnaires, c'est-à-dire les superviseurs, à savoir que c'est go, 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 production. Notre TPM, on va faire les coins vite, on va tourner ça rapidement, puis ça donne le résultat qu'il y a un laisser-aller actuellement. Alors, où est-ce qu'on se situe? J'aurais eu envie de le mettre soit dans la première colonne en rouge ou dépasser le niveau de production, ou encore dans le secteur encadrement, la case jaune. Ici, là? Exactement, oui. Moi, j'y rentre les deux. Ce que vous me décrivez, ça a du sens. C'est à peu près ça que ça me dirait. Puis votre ambition? Pardon? L'ambition? Oui. C'est quoi? Ça serait, c'est de revenir à la TPM appliquée correctement et que ça fonctionne bien parce que ça fait ses preuves de façon magistrale. Si je peux me permettre, je me vérifierai ici si on est assez solide. Bien, pourtant, je pense que oui, parce que nos 5S sont établis, sont respectés, ça va bien, mais c'est vraiment le 5 minutes de début de quart de travail où est-ce qu'on est supposé faire le tour des équipements qui est tourné vite. OK. Puis à ce moment-là, je crois que c'est vraiment un manque de rigueur puis un coup de barre à redonner. C'est une question d'engagement, hein? Mm-hmm. Trouver là où tu enchaînes, ça bloque. Oui. Pertinent. Merci beaucoup. C'est un beau témoignage. Est-ce qu'il y en a d'autres? OK. On continue. Il y a beaucoup de mesures. On avait vu avant moi, il y avait un collègue qui a présenté les KPI. Je n'irai pas beaucoup parce que non, on va manquer de temps. Il y a deux groupes principaux de mesures quand on fait du TPM qui deviennent importants. Il faut toujours garder à l'esprit, c'est par là qu'on va. OK? TPM, on parle de tous. Rappelez-vous de ça. OK? Donc, est-ce qu'il y en a qui peut me donner une des deux mesures? Le haut, oui, effectivement. OK? L'Overall Equipment Effectiveness, ou TRG, TRS. Donc, c'en est un, effectivement, qui vient du TPM. L'avantage du OAE, c'est que c'est un indicateur qui implique, qui ramène tout le monde ensemble. Un indicateur global, puis qui permet à tout le monde de viser dans la même direction. Un deuxième, en fait, c'est un groupe de 6, là. Je vais vous donner un hint. Ceux qui ont fait le 5S, d'habitude, ils vont le trouver assez vite. Ah, OK. Après 2 jours de réfléchir. Visez les zéros. 0 panne, 0 perte, 0 défaut. Puis, quelqu'un qui habitue. Le 5S, qui est une partie du TPM, n'est pas de méthode. C'est une manière de penser. C'est un peu comme un judo. Une fois qu'on a compris le principe, on n'a plus de technique. On le fait naturellement. Donc, il y a des principes de base qu'on va chercher qui vont toujours vers le 0, panne, 0 perte, 0 défaut. Fait que, moi, je suis tannant parce que quand je me promène dans une organisation, je me ferme les yeux volontairement pour ne pas faire de remarques. Puis si quelqu'un a le malheur de me demander comment ils sont en 5S, des fois, ils sont surpris de mes réponses. Les tablettes, les contaminations naturelles, des choses de même. Et c'est ça. On vient, au-delà de la technique, ça nous saute aux yeux. Comme tantôt, vous autres, la sécurité. Quand vous avez fait la première photo en sécurité, là, ça venait de même. Ça vient comme ça. Là, pour mes expériences, j'ai changé de manière. Au lieu de vous avoir un tableau et de vous lire qu'est-ce que j'ai appris, on va jouer un petit jeu. Mythe ou réalité. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ça, l'émission Mythe ou réalité, à la télé? C'est amusant. On va jouer à ça par rapport au TPM. Mythe ou réalité? Pour obtenir des mesures, il faut un système informatique. Mythe. Pourquoi? Tu peux le faire manuellement. Pardon? C'est juste plus facile. Ce que j'aime bien rappeler des fois aux plus jeunes, quand ils me disent que le système n'est pas programmé ou on n'a pas de système. Moi, dans mon jeune temps, il n'y avait pas d'ordinateur. On faisait ça à la main.
Fait qu'au pire, allez, si vous n'avez pas l'information dans l'ordinateur, quelqu'un peut s'asseoir à côté de l'équipement ou aller voir les opérateurs puis prendre des notes pendant une semaine. Vous allez l'avoir, votre analyse. Ou vous prenez un groupe puis vous demandez l'opinion des gens. C'est surprenant comment ça peut être précis, même avec un CM. Donc, premier mythe. Deuxième, mythe et réalité. Le TPM, c'est l'opération qui fait de l'auto-maintenance. Réalité? Pourquoi? Vous pouvez parler plus fort un peu pour lever? Oui, mais ce n'est pas juste ça. OK, c'est pas juste ça. Okay. Souvent de fois, quand on parle de TPM, les gens associent TPM, l'opérateur se maintient. OK, comme tu dis, à un certain niveau, il fait partie, il en fait une partie. Mais ce n'est pas juste ça. C'est rendu là. Le TPM permet à l'opération de s'auto-maintenir et les comptables adorent cet énoncé-là, puis certaines directions, vu qu'ils vont faire une partie de l'entretien, bien, il faut moins de gars d'entretien. Y en a-tu qui ont déjà entendu ça? Levez la main, s'il vous plaît, juste pour le fun. Y en a-tu qui ont déjà entendu ça? Ah, tiens, voilà, quelques-uns qui ont entendu ça. Mythe ou réalité? Pour ceux qui l'ont déjà entendu, mythe ou réalité? Mythe, OK? Pourquoi? Levez-vous, s'il vous plaît, qu'on vous entende. Oui. Puis, oui. Oui. Puis, de toute façon, l'ouvrage, il faut qu'elle soit faite. À moins qu'ils rajoutent des opérateurs, là, ça ne va pas nécessairement soustraire des gens de maintenance. Peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Mais ça, c'est un mythe qui est quand même assez promulgué au niveau des directions, des comptables, qui rêvent que si on faisait du TPM, les opérateurs se maintiendraient, puis on aurait besoin de moins de gars de maintenance. C'est un mythe. La TPM remplace la gestion des actifs. Hey, quand on va faire le deep clean, on va reviser le préventif. Quand on va faire du lean, on n'aura plus besoin de préventif. C'est nos comment ça s'appelle, les CCC, nos bandes CCC qui vont nous dire quels sont les problèmes. Mythe ou réalité? OK, un autre qui... Y en a-tu qui dit que c'est une réalité? Oh, pas là, il n'y a pas grand monde. C'est une réalité que c'est un mythe. Bon, pourquoi que c'est un mythe? On se lève. Oui. Puis le préventif, là, le programme de préventif, là, dans le continuum d'évolution de la culture et des pratiques, on le fait en s'en allant, à partir des criticités. Après ça, on va reviser en fonction des SM inverses et de la connaissance qu'on a. On a de la maintenance conditionnelle, etc. C'est encore valide. Puis j'avais entendu ça assez solidement de quelqu'un qui était un de mes vis-à-vis, qui est directeur d'amélioration continue. Puis moi, j'ai été dans des formations de TPM il y a quelques années en France. Puis c'était des gens du Japon qui venaient. Puis quand on posait la question, il y avait un programme de fiabilité puis de préventif en arrière. Fait que ce qui montrait en avant, là, les opérateurs, ce qu'ils font, etc. Et des fois, les gens, ils venaient de la production, ils ne disaient pas qu'il y en avait d'autres qui travaillaient à côté. Mais quand tu posais la question, ils savaient. Mais si tu ne posais pas la question, ils n'en parlaient pas. L'impression que ça laissait à des gens corporatifs, souvent, c'était que « Ouais, mais on refait tout. C'est pas bon ce que vous avez, on recommence. » Plus besoin de planification. Préventif, on les refait. Il faut ramener un site en contrôle avant d'aborder le TPM. Réalité. On l'a vu tantôt. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer plus? Le TPM fonctionne pareil partout indépendamment du pays, du site ou même dans le même site. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Bonne chance. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Pourquoi? On se lève quelqu'un? Il n'y a pas de volontaire. D'accord pour le mythe. C'est assez phénoménal jusqu'à quel point ça dépend beaucoup des gens en place. Puis quand on dit gens, on va parler de la culture. Pour l'avoir fait dans plusieurs pays, là, je peux vous dire, les gens n'ont pas toutes la même vision du monde que nous autres. C'est normal, c'est correct, c'est bien de même. Fait qu'à partir qu'on comprend ça, bien, la manière qu'on évolue va être différente d'une place à l'autre. À la fin, on arrive tout à la même place, par exemple. Le nettoyage profond, le deep clean, implique tous les employés cadres jusqu'au plancher.
Si on fait un deep clean sur une grosse machine, là, tout le monde y va. C'est la réalité. Pour l'avoir fait, là, c'est la réalité. C'est important comme symbole. Quand on le fait, le deep clean, vous avez le fait sur un MSA, j'imagine? Pas comme ça. Avec le 5S, vous allez arriver au même résultat. Avec un deep clean, c'est un peu comme un Kaizen, on fait tout d'un coup, on fait un ménage. Puis pour vous le dire, c'est un bon symbole pour les employés de voir que le directeur, puis les surintendants, puis les chronomètres, puis les techniciens, tout le monde est là. Puis c'est aussi pour de la direction un bon moyen de voir ce qui est la réalité. Allez voir. Le premier principe du Lean, allez voir. Le chemin pour le TPM, c'est facile. Rappelez-vous mon exemple de tantôt. Comparatif arrive, baguette magique, clonk. Non, hein? Le TPM implique tous pour une maintenance fiable. Oui? Qui c'est qui dit oui? OK? Ceux qui disent non, pourquoi? On va vous pardonner. Je vous ramène quelque chose que j'ai dit hier. Je l'aime bien gros, cette annonce-là. C'est le directeur général de l'usine de Grangemont, il y a quelques années, qui avait atteint 10 millions d'heures sans accident et des records de production. Il disait, les trois sont indivisibles. Un site sécuritaire est un site fiable au coût optimal. Lui, il avait compris. En conclusion, le TPM est un apprentissage graduel. C'est du travail d'équipe qui se construit du haut vers le bas, contrairement à bien des idées préconçues. Recherche à éliminer les pertes. C'est ça qu'on vise. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Des commentaires? C'est inquiétant quand personne pose des questions. On se demande, ils ont-ils compris quelque chose? Ça va? Bon, bien, je vous remercie beaucoup.